Bonjour et bienvenue sur le plateau de Live Pitch. Donc, nous accueillons aujourd'hui différents professionnels du marketing digital autour du concept suivant. Sur le marché de la publicité digitale aujourd'hui, environ 70% des investissements publicitaires sont réalisés sur un duopole qu'on connaît bien tous, qui s'appelle Google et Facebook. Et en fait, ce montant peut même monter jusqu'à 90% quand on parle du mobile. À partir de là, on est parti du principe que pourquoi les annonceurs, pourquoi les marques font-elles ces investissements ? Peut-être sont-elles mal informées, peut-être ou tout simplement les résultats sont excellents, peut-être plein de choses. Et c'est pourquoi on a voulu discuter donc, avec différents professionnels pour comprendre quelles pouvaient être éventuellement les alternatives. On vous propose pour cela un format très simple qui est un annonceur, Mathieu Rampant en l'occurrence, Paramount. Bonjour tout le monde. Qui nous exposera ses problématiques et face à lui, 3 sociétés différentes qui représentent différentes institutions donc, au niveau de notre écosystème proposeront justement des alternatives pour essayer de comprendre justement comment tout cela peut fonctionner. Pour commencer, une discussion rapide avec Mathieu pour comprendre justement quels sont ses objectifs et quelles sont ses ambitions, quelles sont ses problématiques justement autour du marketing digital. Tout à fait. Donc Paramount, tout le monde connaît Paramount, j'imagine, studio américain. Donc on distribue tous les films américains sur le marché français. Donc c'est entre 10 et 15 films par an. Et on a vraiment cette volonté, comment finalement s'assurer d'aller chercher la bonne audience. Il y a des formats vidéo essentiellement. Le format vidéo représente 95% de nos investissements dans un environnement finalement qu'on contrôle. Et comment avoir cette capacité à reacher le plus possible avec une répétition qui soit suffisamment optimale, je dirais, pour donner envie d'aller dans les salles de cinéma. Sachant qu'on a une problématique de notoriété, donc de branding seulement. D'accord. Ton objectif, à la fin, c'est en fait le succès des campagnes que tu pourras mener. Exactement. À la fin, elles seront essentiellement vues. À la fin, c'est est-ce que le film, est-ce qu'il y aura du monde qui sera venu Tout à fait. dans les salles. Tout à fait. L'objectif, c'est vraiment donner envie aux personnes qu'on va pouvoir toucher via nos différentes actions d'aller dans les salles de cinéma. D'accord. Et tu disais également que donc on est sur une problématique de vidéo parce qu'effectivement vous avez accès en fait à ces formats-là. Tout à fait. Donc l'avantage finalement c'est comme on est du cinéma, on a le matériel vidéo. Donc Okay. Derrière c'est un gros travail évidemment d'optimisation, d'adaptation, pour finalement être sûr d'avoir le bon format pour la bonne personne sur la bonne plateforme. Okay. Évidemment donc Facebook on va travailler les formats en vidéo carré, sur YouTube on va les laisser en 16/9, sur Snapchat on va aller chercher du format vertical. Donc voilà, donc on a l'avantage d'avoir ce matériel. D'accord. Donc derrière, qui peut nous aider pour aller, une fois encore, aller chercher la bonne personne au bon moment, avec le bon format et la bonne vidéo. Et aujourd'hui, la réponse que tu donnes, Exactement. c'est essentiellement justement d'utiliser ces grosses plateformes dont on parlait tout à l'heure, enfin essentiellement, on va dire sur 2 tiers à peu près des investissements. Pourquoi ? Alors YouTube et Facebook, donc la première raison c'est l'inventaire, qui est évidemment énorme. Donc ça nous fait un peu ça remplace finalement toutes ces problématiques de programmatique. On ne fait pas de programmatique, mais on va sur ces plateformes pour faire de l'audience planning. Quelque part, ça remplace un petit peu justement cet achat. C'est un peu paresseux ça. Pas forcément, parce que donc évidemment on a fait plein de tests et YouTube a toujours été le best performer sur ces différents tests. D'accord. L'avantage c'est qu'on est sur un contexte vidéo, donc les personnes viennent consommer de la vidéo, donc quand on leur met une pub, et en plus du cinéma, on a tendance à penser que la vidéo est bien mieux accueillie par l'utilisateur. On a la possibilité évidemment de mettre en place des mécaniques de campagne, faire en sorte de séquencer un petit peu nos campagnes. Donc on va toucher une première personne avec un format long, le trailer. On va mettre ces personnes dans un bassin d'audience qu'on va aller retargeter avec un format 20 secondes, plus un format 6 secondes. Donc on travaille la répétition, on remplace un peu un plan télé où on va chercher de la répétition et quelque part faire une sorte de propagande et d'omniprésence sur nos cibles pour vraiment donner envie d'aller dans les salles de cinéma. Et un respect finalement de l'expérience utilisateur, puisque au fur et à mesure de la campagne, et plus on se rapproche de la sortie du film, on va chercher des formats de plus en plus courts. D'accord. Et de plus en plus, quelque part, urgents. C'est maintenant. Faut créer le besoin. Exactement. Créer l'urgence, c'est créer vraiment l'envie d'aller dans les salles. D'accord. Bon, je pense que nos 3 invités, à mon avis, vont avoir plein de choses à dire là-dessus sur ce que vous venez de dire. Avant de rentrer un peu dans votre spécialité chacun, vous 3, j'aimerais justement avoir votre avis. Peut-être commencer avec Vincent. Donc Vincent, tu es directeur délégué M Publicité. Exactement.
donc en charge de la monétisation des audiences digitales et des opérations spéciales pour les différentes marques du groupe Le Monde. Donc c'est bien évidemment Le Monde, Télérama, Courrier International, l'Obs et le HuffPost. Donc là, on est vraiment dans un environnement média, donc avec une audience à monétiser. Exactement. Et donc, tout l'objectif au sein de la publicité, c'est de réconcilier, Mathieu parlait d'audience planning et de contexte, c'est justement réconcilier ces deux données. On est convaincu que audience planning et média planning et ce transfert de valeur qui peut s'opérer entre une marque média et une marque annonceur peut s'opérer, selon tous les modes transactionnels d'ailleurs, que ce soit gré à gré ou programmatique. Et tout notre enjeu, justement, c'est de faire valoir cette audience, cet écrin, ce contexte éditorial qui peut être favorable. Je pense notamment au cinéma. On aime beaucoup le cinéma au sein du groupe Le Monde. Bien évidemment, dans la maison, je pense bien évidemment à une marque comme Télérama, qui est la référence sur la critique de biens culturels dans son ensemble et bien évidemment du cinéma en particulier. Et donc, on est ravis d'accompagner des marques et on essaie d'être une alternative à ce qu'on appelle, nous, nos frenemies. Google, Facebook, on les considère comme des frenemies parce que finalement, on est parfois concurrents. Quand 2/3 des investissements sont désormais drivés par ces deux acteurs, quelque part, c'est des investissements qui ne viennent pas au sein du groupe Le Monde, mais aussi des partenaires. Puisque on citait Google. Aujourd'hui, Google, c'est à la fois notre partenaire technologique sur l'ad serving et tout le socle programmatique, mais également, on a également une présence au sein de la plateforme YouTube, puisqu'on publie nos contenus au sein du player YouTube et au sein de la plateforme. Moi, je voulais juste rebondir là-dessus sur tu parlais, Mathieu, du contrôle. Moi, ça m'intéresse de savoir, parce que tu faisais référence au fait qu'il y a une bonne maîtrise du contrôle. Le cadre de diffusion a été un petit peu décrié ces dernières semaines, mois, sur ces deux plateformes d'ailleurs, sur Facebook et YouTube en particulier. Comment vous opérez justement pour maîtriser ce... On met énormément d'exclusions sur évidemment tous les termes à blacklister. On va pas sur certaines chaînes pour justement éviter tous ces soucis. Après, on travaille énormément avec Google qui nous rassure essentiellement aussi sur tous ces problèmes de brand safety. Une étude est sortie récemment et ils ont eu, je crois, la première place justement sur la brand safety et toutes les mesures qu'ils mettent en place pour éviter les soucis qu'il y a eu il y a quelques temps. Donc on fait très très attention, évidemment. On met les outils de tracking qu'il faut pour s'assurer qu'on est sur des environnements qui sont à la fois visibles, mais aussi qui respectent une fois encore l'expérience utilisateur et notre marque. Donc à ce niveau-là, on est d'une part ultra rassuré, on fait nous très attention. Et jusque maintenant, on n'a eu aucun souci. Même au moment où il y a eu ces soucis, nous, on a été épargnés. Donc, mais c'est pas plus simple d'aller directement dans un environnement qui est propre, plutôt que de se dire, tiens, je vais dans un environnement qui n'est pas complètement propre, mais je vais me débrouiller pour le rendre plus propre. Mais, je pensais par rapport à ce qu'on disait, par rapport aux audiences du monde et Télérama. C'est l'océan. Exactement. Il y a l'océan rouge, où en effet, c'est un peu le jeu du gendarme et du voleur. Et puis de l'autre côté, en effet, alors là, je prêche pour ma paroisse, notre capacité à vous proposer un cadre de diffusion extrêmement qualitatif, des contextes éditoriaux propices justement à des problématiques liées au cinéma, que ce soit sur la marque Le Monde, le Huff, Télérama, l'Obs. C'est des médias qui traitent de l'actualité du cinéma. Et puis également tous ces KPI dont tu faisais référence, où on est extrêmement soucieux pour les marques du groupe Le Monde de l'expérience utilisateur. Et encore une fois, réconcilier l'expérience utilisateur d'une part et toutes les attentes des clients. Donc c'est la raison pour laquelle notamment on a mis en place le easy loading, c'est-à-dire n'afficher la publicité que dès lors qu'elle a une forte probabilité d'être vue. Donc d'être en capacité, par exemple, de monétiser que les impressions, que les inventaires qui sont visibles avec la monnaie d'échange qui peut être au VCPM. On peut aller plus loin avec des notions de complétion garantie, etc., ce que peuvent faire nos petits camarades de Google, Facebook, mais encore une fois dans un écrin. Et donc tout notre enjeu, c'est justement, et puis cette qualification d'audience, tu parlais de reach, on est puissant, c'est-à-dire que encore une fois, on est extrêmement humble et on est moins puissant que ces deux autres plateformes. Néanmoins, avec 26 millions de visiteurs uniques chaque mois sur l'écosystème de M-Publicité, on est audible là-dessus. Et puis avec cette capacité d'être dans des ciblages extrêmement pointus. Par exemple, si on parle du cinéma, on a au sein de notre Data Management Platform plus de 3 millions de contacts qui sont affinitaires dans l'univers du cinéma. D'accord. Donc c'est également des alternatives à Google et Facebook. Julien, t'as rien dit encore. Donc Julien Braun, t'écoutes avec... Je note que t'es bien, tu n'interromps pas les gens qui disent... Donc Julien, tu es Braun, donc tu es directeur général France de Rhythm One.
Voilà. Avant de rentrer dans le détail de ce que je viens de dire, Rhizome One, en 2 mots. Donc Rhizome One, c'est un ad exchange, donc, dont le but est de commercialiser un certain nombre d'espaces publicitaires de partenaires médias affiliés. D'accord. Et cet ad exchange regroupe maintenant les marques Radium One, qui était spécialisée sur le marketing à la performance, et Yumi, qui nous intéresse plus dans le cadre de cette discussion aujourd'hui, qui a développé une grosse expertise, notamment sur l'expérience vidéo. Et dans ce cadre-là, l'objectif, c'est de proposer sur notre plateforme des contextes et des expériences différentes. Et dans ce cadre-là, nous avons investi beaucoup sur tout ce qui est téléconnecté, OTT et jeux vidéo, consoles de jeux vidéo. Rappelle-moi, OTT, c'est quoi ? Over the top, donc c'est toutes les petites box que vous pouvez connecter ou toutes les applis que vous pouvez mettre sur votre télé. Par exemple, on a un partenariat avec une marque de télévision bien connue, Samsung, qui nous permet d'avoir accès aux applications. Et donc quand les gens utilisent ces applications pour naviguer sur leur contenu audiovisuel, on peut y insérer de la publicité. D'accord, donc vous devenez partenaire techno par exemple de ces différentes sources et à ce moment-là vous pouvez... C'est du média, c'est de l'inventaire. C'est de l'inventaire qui est en dehors, qui est différencié par rapport au contenu qu'on peut trouver sur les médias digitaux et sur les ad exchange plus classiques. Ça nous permet de nous différencier et ça nous permet de fournir des expériences de marque beaucoup plus qualitatives et enrichies. En termes de cible, c'est aussi intéressant puisque les gamers, les gens qui utilisent ce genre d'appli, c'est des gens qui consomment beaucoup de contenu audiovisuel et donc c'est tout à fait une cible qui intéresse des gens qui distribuent des films. Aujourd'hui, il faut savoir choses que vous avez déjà utilisées, que vous pouvez, tout ce qui va être OTT, tout ce qui va être console de jeu, est-ce que c'est encore des choses où on se dit tiens ça pourrait être, ou alors c'est entre guillemets c'est trop petit, ou alors faut changer, c'est trop compliqué? Non, on a approché des acteurs que je ne vais pas citer, mais les formats n'étaient pas forcément adaptés, ou c'était un format qui fonctionnait au clic, donc un format statique. Dès qu'on clique, là on découvre la bande-annonce sur une télé. Donc tous les formats où finalement il y a une initiative de l'utilisateur, on a tendance justement à les enlever de nos campagnes. Est-ce que tu veux que ça vienne directement en fait? Ouais, tout à fait. D'accord. Oui, tout à fait. Donc alors tout est possible, c'est là où on parle d'expérience, et c'est là où effectivement on essaie de se différencier de nos amis ces plateformes, en créant des contenus engageants et interactifs avec un certain nombre de services, de studios, de call to action, effectivement de mise, de fusion entre le média, le contexte et le contenu. Donc ça veut dire enrichir des créations, ça veut dire mettre des call to action, ça veut dire les adapter à leur environnement de consommation pour que l'expérience soit la meilleure possible. J'ai une question pour toi par rapport à ce qu'on est en train de parler. Ces différences, ces nouveautés, c'est des choses, comment est-ce qu'on fait quand on est une marque et que j'imagine qu'on a quand même un petit peu de boulot pour les découvrir tout ça? C'est le boulot tu bosses avec une agence en partie, c'est une agence qui va te dire tiens, by the way, il y a ce nouveau truc-là qui vient d'arriver, ça peut être intéressant. Ou est-ce que c'est au final toi également qui va travailler sur différentes choses? Parce que parfois on pourrait se dire, pour les agences, quelque part, le plus simple pour eux, c'est de reproduire des plans qui ont déjà montré leur succès, comme ça on ne prend pas de risque et c'est relativement simple. Comment est-ce que cette innovation, elle arrive jusqu'à ton bureau? Alors, effectivement, on a une agence qui nous propose, qui nous pousse sur chaque recommandation de film, différentes régies un peu plus innovantes à chaque fois. Et aussi, je pense que c'est une part essentielle de mon job, de me renseigner sur ce qui fait aussi sur le marché, pour d'une part avoir mon propre avis sur ce qui se fait. Donc, je connais Radium One, on les a testés il y a quelques années. Je connaissais aussi Yumi, donc j'avais aussi travaillé avec eux quelques années. Et du coup, l'idée vraiment, c'est de se renseigner et de nous faire un peu cette propre courbe d'expérience sur les différentes régies. Donc évidemment, on a des budgets pour tester différentes régies et en découvrir de nouvelles et découvrir de nouveaux moyens d'aller chercher notre audience. D'accord, donc sur chaque campagne, vous avez ce qu'on appelle un pourcentage en fait, qui va être alloué à ce genre de choses qui sera un petit peu différente, un peu innovante. Exactement. Ça dépend évidemment du film. Si le budget est petit, on va tendance à supprimer cette enveloppe pour rester sur des choses qui nous rassurent, entre guillemets, des choses où on sait que ça fonctionne, effectivement. Et après, sur des gros films à un plus gros budget, là, on peut se permettre d'aller tester et essayer de nouvelles techno et de nouveaux produits. Mathieu Rostam Kodaï. Donc toi, tu es le CEO, comme on dit maintenant de nos jours. C'est exactement ce qu'on dit, CEO de Mozu. Mozu, c'est une entreprise française, c'est un ad exchange, rich media et vidéo sur mobile. Le métier de Mozu, c'est de créer des expériences publicitaires innovantes sur mobile.
D'accord. Mobile uniquement ? Ouais, mobile uniquement. Et je suis assez sensible à tout ce que j'ai entendu de la part de Julien et Vincent, notamment sur deux sujets principaux. La question des cadres de diffusion et de la protection finalement de la diffusion d'une campagne pour un annonceur. Je suis assez agréablement surpris par ton approche. Non, sur ce que tu disais sur la piscine versus la mer, c'est que on a le duopole, les deux plateformes principales, qui vont pas te permettre forcément de savoir où tu vas diffuser tes campagnes. Et donc cette logique de cadre de diffusion, on travaille beaucoup avec des éditeurs en direct, ça permet quand même d'être sécurisé sur où partent tes investissements. Et puis la deuxième chose qui m'a marqué, c'est qu'on parle déjà beaucoup d'expérience utilisateur. Il faut être certain de ne pas galvauder ce terme. Pour moi, la clé de la réussite d'une campagne publicitaire, c'est trouver le point d'équilibre entre les trois parties prenantes de la publicité. Il y a d'un côté les annonceurs, qui ont besoin d'un espace d'expression suffisant, positif, pour délivrer leur message, dans ton cas des vidéos, des bandes annonces souvent. Il y a d'un autre côté les éditeurs de contenu qui ont besoin d'être rémunérés à la hauteur de la qualité du contenu qu'ils produisent. Et il y a enfin les utilisateurs. Ces utilisateurs, ils ont besoin qu'on respecte leur privacy et qu'on respecte leur expérience utilisateur. Donc, dans tout ce qu'on fait, on va essayer de rendre service à l'annonceur en rendant ses créations les plus visibles et les plus ergonomiques, les plus engageantes possibles, mais encore une fois en respectant les éditeurs et en respectant les utilisateurs. Est-ce qu'on n'est pas en train de dire quelque part qu'à un moment, justement, il y a eu un effet de balancier trop important pour dire absolument il faut une super campagne pour que l'annonceur soit visible et qu'à la fin, en fait, ça a pollué l'expérience, que ce soit côté utilisateur, mais également après côté média, et ce qui fait que par défaut, blum, tout ça un peu planté. Je pense que, tout à fait, on est, je pense, tous responsables, médias inclus, c'est-à-dire il y a une course effrénée à l'inventaire publicitaire. Donc, souvent, on a créé de nombreux inventaires invendus, pour ne pas dire invendables, et en perdant, je dirais, les principes fondamentaux du media planning. Quand un annonceur communique, c'est pour être vu et pour être visible. Et malheureusement, beaucoup de sites ont diffusé la publicité qui était non visible. Donc, et puis cette course effrénée au prix, etc., et avec des difficultés de normer. Je dirais, on parlait du média télé, il y a une monnaie d'échange qui existe depuis quelques années, et ce qu'on n'avait pas ou peu sur le média digital. Donc oui, je pense que l'ensemble des acteurs, là il y a une réelle prise de conscience, je pense qu'il y a un retour au bon sens. Il y a aussi des acteurs qui innovent, je pense, on parlait beaucoup de la vidéo, un groupe comme Le Monde par exemple, qui donc, dans son ADN premier, c'est de produire des contenus écrits sur ces supports dits papier. Aujourd'hui, plus de 75% de notre audience est digitale. On produit toute forme de contenu. Ça va de la vidéo au motion design. On parlait de Snapchat. On a fait partie des premiers groupes médias sur Snapchat avec notre Discover. Et quand Le Monde est présent sur Snapchat, c'est en s'appropriant les codes, les usages, la consommation, l'expérience utilisateur dont tu faisais référence. Et on a complètement adapté nos formes narratives avec des formats des vidéos verticales, du motion design, etc. L'actu, vous, là, c'est Mission Impossible, non, Tout à fait. là Le 1er août. Le 1er août. Bon, là, j'imagine que tout ce qui a été fait de campagne, etc., il y a eu plein de choses qui ont déjà été, enfin, je veux dire, les plans sont se dérouler, etc. Ouais, tout à fait. Si vous aviez été consulté, vous, par exemple, Julien, sur un truc comme ça, quel est le truc où tu te dis, tiens, sur un film comme ça, on aurait pu faire un truc un peu différenciant et un sujet un peu sympa? Effectivement, ce qu'on aurait proposé, c'est d'abord notre cœur de métier, c'est-à-dire proposer des inventaires de qualité sur tous les médias qu'on peut affilier. Et ça va des médias hyper spécialisés qui sont disponibles sur les ad exchange, comme les sites de cinéma. Et puis, tout ce qui est reciblage des gens qui sont engagés. Et effectivement, l'intérêt d'avoir maîtrisé 100% de la chaîne technologique, c'est qu'on a une vue globale des comportements des utilisateurs et qu'on peut retrouver, soit par des approches de mots-clés, soit par des approches de fingerprinting, des gens qui ont montré un intérêt pour ces cibles-là. Donc ça, c'est ce qui nous apporte la puissance et la couverture. Et puis après, effectivement, on aurait pu travailler sur un certain nombre de formats innovants, combinés, vidéo, display, habillage, et toutes sortes de spécificités qui sortent du cadre afin de générer une expérience de marque et de faire monter la notoriété du film très rapidement. Mathieu ? Le plus important, c'est le message. La diffusion, c'est relativement aisé aujourd'hui de pouvoir cibler
des sites et applications pour le mobile sur lesquels vous voulez être diffusé. Le plus important, c'est de créer un message sur mesure, un message qui va parfaitement correspondre à votre cible, dans le cas de Mission Impossible 6, et d'être capable de comprendre les nouveaux comportements, de comprendre ce que les utilisateurs attendent d'une expérience publicitaire, et de leur pousser, à un moment qui les intéresse, une expérience publicitaire qui va leur donner envie de s'engager, éventuellement de voir votre bande-annonce, qui donne envie éventuellement de savoir à quelle heure aura lieu la prochaine diffusion du film. Mais en tout cas, la clé de la réussite, ça va être vraiment l'expérience publicitaire qu'on va créer. Donc c'est des messages sur mesure. Pour Mission Impossible 6, c'est, je pense, reprendre les codes des réseaux sociaux. On a des formats justement qui vont ressembler au format mis en avant par le duopole dont on parlait tout à l'heure, mais en étant diffusés sur des éditeurs français de qualité. D'accord. Vincent ? C'est proposer, on parle du contexte, le contexte c'est une première forme de data, donc c'est proposer un cadre de diffusion et un contexte favorable au cinéma en particulier, donc bien évidemment cibler les contextes favorables sur notre portefeuille de marques, soit Télérama, Le Monde, l'Obs ou le HuffPost, qui traitent beaucoup de l'actualité du cinéma. Bien entendu les formats. Donc, tout à l'heure, bien évidemment jouer l'ensemble des formats vidéo in-stream et out-stream. Donc, ça va du pré-roll à l'in-read, mais également, on parlait de Snapchat, utilisé pour un Mission Impossible, elle a touché une cible plus jeune. Aujourd'hui, sur notre Discover Snapchat, on a 900 000 abonnés, dont 75% ont moins de 25 ans. Donc, ça peut paraître contre-intuitif quand on parle du monde. Je parle du monde où la moyenne d'âge est à peu près de 42 ans sur nos écosystèmes digitaux, je dirais, classiques. Sur Snapchat, on a la capacité de toucher une cible plus jeune. Et donc, en effet, raconter une histoire, jouer avec les formats, le format in-read, qui est notre raison d'être, c'est-à-dire encore une fois le contenu écrit, mais à un moment, on va jouer des formats plus courts, puisque ce stop-pouce, cette capacité à attirer l'attention de l'utilisateur, elle va être moindre sur un format outstream que qu'on peut avoir sur un format in-stream. Donc c'est en effet jouer des cadres de diffusion, des contextes favorables à la sortie de Mission Impossible, jouer un storytelling et jouer avec les différents formats vidéo in-stream et out-stream, et puis également des extensions, que ce soit sur Snapchat ou voire même d'amplification sur nos différents fanbases sur Facebook notamment. Mathieu ? Oui, pour une fois, je ne suis pas complètement d'accord avec toi sur un point. C'est sur les niveaux d'attention, les indicateurs qu'on va pouvoir retirer des deux formats majoritaires, les deux formats vidéo majoritaires sur mobile, que sont le pré-roll et l'in-content vidéo ou l'in-read. Dès qu'une étude a été faite par un acteur autre que les gens qui vendaient ces formats-là, ce dont on s'est rendu compte, c'est que le pré-roll, il était quand même jugé beaucoup trop intrusif par les utilisateurs, que c'était un des formats qui donnait le plus envie aux utilisateurs d'utiliser des adblockers ou d'arrêter d'utiliser des plateformes vidéo. On a décidé de regarder le résumé du match de foot de la veille ou une autre bande-annonce, et on se retrouve quasiment forcé de regarder au moins pendant 10-15 secondes un format publicitaire qu'on n'aurait pas choisi. Ça énerve beaucoup les utilisateurs. Puis à l'opposé du spectre, on a le format... On peut débattre. On va débattre. Le format in-read qui, en effet, passe dans le contenu, dans le flux, mais qui n'est pas perçu. Il est vu, on passe devant, mais on ne s'en souvient pas forcément. Et donc, on a ces deux formats qui sont très majoritaires sur mobile, et aucun des deux n'a trouvé cet équilibre dont je parlais tout à l'heure, pour à la fois avoir un espace d'expression utile, efficace, impactant pour l'annonceur, et qu'en même temps, l'utilisateur l'ait vu, compris, retenu. Alors, moi, juste pour rebondir là-dessus, je pense que le pré-roll publicitaire, tout dépend de la promesse éditoriale qu'on a en face. Si on va voir un contenu Télérama ou du Monde, etc., avec cette attention de regarder, on est prêt. C'est le contrat de lecture qui existe d'ailleurs sur les médias offline. La télé, on est prêt à avoir un écran publicitaire parce que derrière, on sait qu'il y a telle promesse éditoriale derrière. Donc après... que ça agace, c'est probablement la répétition, la maîtrise du capping publicitaire, la durée des formats publicitaires, bien évidemment. Mais je pense qu'à partir du moment où il y a une promesse éditoriale forte, l'internaute, c'est le contrat de lecture implicite qui existe entre l'internaute et je dirais, le média qui héberge le contenu. Sur le format in-read, je pense qu'il faut être... c'est objectif. En effet, on passe beaucoup de temps sur le mobile. Aujourd'hui, 60 à 70% de notre audience est mobile. Et de plus en plus web mobile d'ailleurs, c'est cette capacité entre guillemets stopper de pouce. Et donc en effet, là, on repasse la balle côté annonceur, c'est s'adapter, adapter les contenus.
Aujourd'hui, je pense que ça me paraît utopique d'avoir un taux de complétion de 30 secondes sur un format InRead sur mobile. L'équation, elle est quasiment impossible. En revanche, d'avoir un format court de 5-6 secondes, par exemple, sur un format InRead sur un écran mobile, c'est tout à fait acceptable, et encore plus quand on a une promesse publicitaire forte, comme peut l'être sur Mission Impossible. Donc, je pense, encore une fois, tout dépend de la promesse éditoriale qu'on a derrière, et puis d'adapter la nature des formats aux écrans, aux usages, etc. Bien. Bah oui, Après, je passerai quand même à Mathieu. Je ne peux que aller dans ton sens, dans la mesure où effectivement il faut adapter les expériences publicitaires au contexte et au support. Et donc effectivement, il y a un certain nombre de formats qui sont très courts, qui sont perméables dans les environnements mobiles, et puis après sur des environnements plus télévision, où là on peut avoir des formats plus longs. Mais je dirais que l'important, c'est effectivement de bien gérer l'audience, c'est-à-dire que les mêmes personnes ne soient pas exposées des cinquantaines de fois au même message, et donc respecter globalement effectivement les cappings, les ciblages et les contextes. Et là-dessus, effectivement, avoir une vue globale de l'ensemble des campagnes, c'est un avantage. Et c'est pour ça qu'il faut effectivement gérer les choses de façon sur l'ensemble des écrans, de façon équilibrée. D'accord, tout à fait. Mathieu, très intéressant, parce qu'effectivement, nous, l'InRead, on ne le prend pas, puisqu'on pense que ça casse la lecture finalement de l'utilisateur, et donc finalement son expérience est mauvaise. Donc là, Facebook, où ils sont forts, c'est de l'in-feed, donc on a une consommation finalement de la plateforme qui est un peu différente. Et je rejoins, et sur le pré-roll, effectivement, donc là, une fois encore, je parle de YouTube, mais je défends un petit peu nos stratégies. C'est pas idiot sur le principe. Hein. Oui, tout à fait. Et donc YouTube a donc on n'achète qu'un seul format, qui est le TrueView. Donc c'est ce format skippable au bout de 6 secondes, où on est facturé au bout de 30 secondes. Et justement, on va chercher l'engagement. Donc une fois encore, dans ce format-là, selon nous, on respecte l'expérience, puisque le format dure. Finalement, on peut le skipper au bout de 6 secondes. Donc nous, notre job, ça va être de rendre ces 6 premières secondes très très fortes pour que le message soit finalement passé. Donc on va avoir ces impressions utiles. Et finalement, on va avoir ces personnes qui sont allées au bout des 30 secondes et qui pour nous, sont des personnes ultra engagées. Et cette capacité à créer plusieurs bassins d'audience et optimiser en fonction justement de ces KPI. Et derrière, on va aller chercher en retargeting avec un format bumper ads, 6 secondes non skippable. Donc une fois encore, selon nous, on respecte un petit peu cette expérience. Et c'est là où on va chercher des répétitions 2, 3, 4 pour finalement faire vraiment en sorte que le message soit passé. Et une fois encore, donner envie aux gens d'aller dans la salle de cinéma pour voir notre film. Messieurs, j'allais dire quelque chose à ajouter, mais je crois qu'on est un petit peu court maintenant. Mais en tout cas, merci beaucoup. J'espère que, moi en tout cas, j'ai appris des choses et j'ai écouté avec intérêt effectivement tout ça. Et je pense que notre objectif pour nous, c'est de créer une discussion et après d'essayer de voir après où est-ce que les choses vont et essayer de voir comment la situation peut évoluer et pourquoi pas changer. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et au plaisir.